C'est vrai que Franck, quand tu m'as proposé d'intervenir sur une thématique, j'ai tout de suite pensé à la thématique du handicap. C'est une thématique qui m'est chère et qui est vraiment dans l'ADN de la structure Axe Ambition. C'est un cœur de compétences, un champ de compétences en tout cas que j'ai développé au cours de ces 15 dernières années. Je dirais que c'est un peu une combinatoire de hasard, d'opportunités qui a fait que je me suis retrouvée sur ce champ de compétences. En fait, je n'avais pas particulièrement de sensibilisation dans mon entourage. J'avais pas particulièrement été sensibilisée à ces questions dans le cadre de ma formation initiale, parce que ma formation initiale, c'est une formation de psychologue du travail. J'y avais été un peu sensibilisée, mais finalement assez peu. Et puis, j'ai intégré, en fait, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, un organisme de formation qui était vraiment spécialisé dans l'accompagnement de public en difficulté, et notamment de personnes en fait, qui étaient en situation de handicap. Ce qui a fait que de fil en aiguille, j'ai développé cette expertise d'accompagnement. Et puis, quand j'ai créé Axe Ambition, donc il y a bientôt 3 ans maintenant, eh bien, j'ai démarré avec un marché en fait où j'accompagne, d'ailleurs un marché sur lequel je suis toujours, j'accompagne en fait des personnes, des salariés en situation d'inaptitude potentielle. Donc, on va dire qu'ils sont menacés d'inaptitude sur leur poste de travail. Et donc, eh bien, j'ai continué à développer cette expertise dans le champ du handicap. Alors, quand on parle de handicap et entreprise, en fait, le spectre, il est large. Là, ce que je vous présente, c'est une partie, c'est-à-dire le champ de l'inaptitude. Comment on fait quand un salarié se retrouve avec une problématique de santé sur son poste de travail et qu'il ne peut plus exercer le métier qu'il faisait jusqu'à présent. Donc, ça c'est un des champs en fait, d'intervention possible en lien avec l'handicap et l'entreprise. Et nous, en tant qu'experts RH, notamment dans le réseau expert RH Prisma, mon propos, c'était de dire comment on peut intervenir pour accompagner les entreprises et puis bien entendu aussi les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui sont les premiers concernés, pour les aider à rebondir et comment en fait on va transformer quelque chose de pénible et de négatif en quelque chose de positif pour la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois et que je présente les choses. Donc là, c'est toute cette partie-là en fait sur laquelle j'interviens sur le handicap dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, mais qui me semble en fait intrinsèquement liée, qui est la question en fait de la promotion, de la sensibilisation à la diversité dans l'entreprise. Et là, notamment sous le prisme du handicap, sur la question du handicap. Parce que quand on parle de promotion de la diversité dans l'entreprise, donc là, j'en réfère à la capsule RH que j'ai rédigée et qui paraîtra la semaine prochaine, où je parle de la diversité dans l'entreprise. En fait, il y a 25 critères de diversité qui sont retenus par le législateur. C'est très en lien avec les lois contre la discrimination. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des critères, enfin on va dire deux, puisqu'il y a le handicap, c'est comment on sensibilise les entreprises, les collaborateurs, les managers à la question du handicap et comment en fait on le présente sous une forme positive sur comment ça peut apporter quelque chose à l'entreprise, d'accord? Donc ça c'est la sensibilisation, on va dire, à la diversité. Et puis il y a aussi la question de la problématique de santé, parce que toute personne qui a une problématique de santé n'a pas forcément une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce sont deux choses différentes. Donc, si on part assez large, on peut partir de préjugés et stéréotypes, parce que souvent, moi, je commence par là, c'est-à-dire que le fonctionnement de notre cerveau, il est fait de cette manière-là. Cognitivement, on a une tendance à l'économie cognitive. On va pouvoir faire le moins d'efforts possible. Et donc, on va catégoriser, classifier. Et donc, eh bien, quand on parle de handicap, très fréquemment, à quoi on va penser? La première représentation qui arrive, c'est quoi quand je parle de handicap? Souvent, c'est, à votre avis, je ne sais pas. Le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant. Voilà. Alors, c'est vrai que oui, tout à fait. Donc, merci Élodie. Le fauteuil roulant, parce que, bon, déjà, c'est vrai que les pictogrammes que l'on peut voir, notamment sur le stationnement pour les personnes à mobilité réduite, eh bien, il y a un pictogramme avec une personne en fauteuil. Et donc, ça induit forcément au niveau de nos représentations. Puis, c'est vrai qu'on va chercher très souvent des situations extrêmes sur lesquelles on va catégoriser. Donc, quand on parle de handicap, souvent, quand j'arrive dans l'entreprise pour sensibiliser au handicap, on me dit « Oui, mais bon, nous, on n'a pas d'accessibilité, etc. » Donc, tout de suite, on pense à fauteuil roulant. Alors qu'en réalité, pour les personnes qui ont une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, moins de 5% des personnes en réalité sont en fauteuil roulant. Alors je ne minimise pas la problématique des personnes qui sont en fauteuil roulant, mais
en réalité, dans le champ du handicap, en fait, eh bien, les personnes à mobilité réduite représentent moins de 5%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de 85% des handicaps qui sont invisibles. Et donc, quand on parle de handicap dans l'entreprise, eh bien, on parle de tout type de handicap. C'est-à-dire qu'un maître nageur qui serait allergique au chlore, par exemple, qui développe une allergie au chlore, il est éligible à une reconnaissance de qualité de travail handicapé. Pourquoi? Yes, Franck? Non, j'ai cru que tu voulais intervenir. Non, 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 ça m'étonnait de cet exemple est assez frappant, ouais, donc j'attendais la suite. Ah voilà, d'accord, ok. Donc, hop, je ne fais pas du teasing, je me lance tout de suite, je lève le suspense. Oui, donc, oui, effectivement, pourquoi un maître nageur qui serait allergique au chlore serait éligible à la RQTH, ou pourquoi une coiffeuse qui développe une allergie aux produits chimiques qui sont dans les colorations, par exemple, peut être éligible à une RQTH. Tout simplement parce que ça constitue ce qu'on appelle une limitation professionnelle. Voilà. Le handicap, en fait, c'est la définition du handicap, au sens de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Donc, dans la loi de 2005, c'est une limitation professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, j'exerçais un métier et puis j'avais développé un professionnalisme, des compétences sur ce métier. Aujourd'hui, j'ai une problématique de santé qui fait que je ne peux plus exercer ce métier. Et donc, je vais être pénalisée en quelque sorte parce que je vais devoir faire une transition professionnelle ou je vais devoir avoir un aménagement de poste. Alors là, il y a plein de cas de figure possibles. Bien entendu, on peut en parler pendant des heures. En un quart d'heure, je vais pouvoir balayer de façon très large. Mais oui, ça constitue une limitation professionnelle. Par contre, notre maître nageur qui a développé une allergie au chlore, mais qui va se reconvertir, je ne sais pas, il va faire aller un BE métier du sport, activité pour tous, et qui va ensuite aller travailler dans une salle de sport, par exemple, n'importe quoi, c'est un exemple de transition possible, avec un transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur une réorientation à 360 degrés, mais on va travailler sur des compétences existantes, sur des intérêts certainement qui sont présents en lien avec une activité sportive, et on va développer, on va transférer sur une nouvelle activité professionnelle. Eh bien, ce maître nageur qui deviendrait coach sportif dans une salle de sport, par exemple, là, il n'a pas forcément de limitation professionnelle. Alors, il ne pourra peut-être pas faire de cours d'aquabike, d'accord? Mais il y a plein de choses qu'il pourra faire en parallèle. Et donc, sa limitation professionnelle, elle ne s'applique qu'à un champ donné. C'est en ça que je veux dire que le handicap, il y a la notion de compétence avant tout. Quand j'accompagne des personnes qui se retrouvent dans cette situation, au-delà de la limitation professionnelle, eh bien, ce qu'on travaille, c'est oui, il y a une limitation professionnelle, certes. Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez être dans une activité qui soit aussi respectueuse de votre problématique de santé et de votre corps à terme, parce que la difficulté, c'est que derrière, bien très souvent, les personnes vont tenir sur leur poste de travail. Puis à un moment donné, c'est comme une branche en fait qui se plie beaucoup et à un moment donné, elle va casser parce que le corps, il peut dire stop à un moment donné et que ça n'est plus possible. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, moi, j'accompagne des salariés en transition professionnelle qui me sont orientés en fait par les médecins du travail, par les services de la CARSAT, des services qui sont très performants, avec qui on travaille sur des partenariats qui sont vraiment super. D'ailleurs, je salue leur travail parce que c'est vraiment des partenaires extraordinaires. Et donc, la CPAM, la CARSAT ont des services sociaux qu'on appelle prévention de la désinsertion professionnelle et qui accompagnent des salariés qui sont en arrêt de travail, plus ou moins longue durée. Alors, souvent, quand ils me sont orientés, c'est qu'ils sont en arrêt de longue durée. Pour qu'on puisse travailler en amont d'un éventuel licenciement pour inaptitude, parce que parfois c'est ce qui se passe, sur un nouveau projet et quelque chose qui soit plus respectueux de la problématique de santé. Alors, quand on parle de handicap, eh bien, il y a différentes familles de handicap. Il y a le handicap moteur, et le handicap moteur, ça n'est pas nécessairement, ça peut être une personne qui est à mobilité réduite, mais ça peut être aussi une personne qui a une problématique je ne sais pas, ça peut être une problématique de dos, ça peut être une problématique à la cheville, ça peut être une problématique à l'épaule. Et donc, à un moment donné, eh bien, cette problématique de santé, de fait, elle limite l'activité professionnelle. L'activité professionnelle peut engendrer des problématiques de santé supplémentaires. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il y a tout un tas de choses qui sont possibles
pour travailler sur un nouveau projet. C'est vraiment le message que je souhaiterais faire passer. Si à un moment donné, il y a des auditeurs qui se retrouvent dans cette situation, c'est les choses, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions, mais parfois on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme de passivité professionnelle, c'est-à-dire que la passivité, au sens de l'analyse transactionnelle, moi je travaille beaucoup avec les outils de l'analyse transactionnelle, c'est pas forcément de rien faire, mais des fois la passivité, c'est entretenir un processus, continuer, alors qu'on se rend compte à un moment donné que ça n'est plus possible. Et donc, il y a toujours des options. Et ces options peuvent être accompagnées pour les travailler. J'ai parlé de licenciement pour inaptitude, ce sont les cas les plus extrêmes, donc oui, il y en a, mais parfois, certaines problématiques de santé nécessitent simplement un aménagement de poste. Et quand on parle d'aménagement de poste, ce n'est pas forcément des choses qui sont complètement extravagantes, hein, ça peut être des choses qui sont très très simples. J'ai accompagné une personne qui était hôtesse de caisse qui un jour se cogne le pouce contre une caisse, mais assez violemment. Le pouce est invalide, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus suite à cet accident qui paraît quand même très trivial comme ça, mais en fait, il y a eu des conséquences très importantes, plusieurs opérations, etc. Avec des problématiques de tendinite qui sont venues s'ajouter, etc. Et donc, on a travaillé sur un projet de reconversion. Cette personne, en fait, était très, très douée, elle avait vraiment de l'appétence pour tout ce qui était raisonnement numérique, appétence pour les chiffres. Et donc, on a mis en place une reconversion, un projet de secrétaire comptable avec une formation qualifiante. Il y a toujours des passerelles, des possibilités de financement de formation pour travailler après sur du développement de compétences. Et donc, cette personne, elle avait besoin d'un aménagement de poste parce qu'en fait, au niveau du clavier de l'ordinateur, elle ne pouvait pas se servir de la souris, donc il fallait qu'elle ait un ordinateur portable avec un pad, etc. Enfin, voilà. Mais c'est des aménagements qui sont très mineurs. Il y a toujours des solutions. Il y a des acteurs en fait qui sont compétents pour accompagner les personnes et les entreprises sur ces sujets, et donc il ne faut pas hésiter à les mobiliser. Donc voilà, donc j'ai parlé du handicap moteur. Vous avez ensuite des personnes qui peuvent avoir une maladie invalidante. Ça peut être du diabète, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être des cancers, ça peut être des problématiques cardiaques qui sont aussi éligibles à la RQTH. J'ai accompagné par exemple un conducteur de transport routier de marchandises qui était à l'international et qui avait eu une crise cardiaque assez violente. Et donc, la médecine du travail vraiment déconseillait fortement qu'il puisse reprendre la route sur de si longs trajets avec la fatigabilité qu'il pouvait y avoir, etc. Eh bien, par exemple, c'est une situation de limitation professionnelle. Vous avez le champ de la déficience mentale, avec des personnes qui ont un retard mental. Alors, on ne va pas rentrer forcément dans les détails là tout de suite, mais des personnes en fait qui peuvent avoir des difficultés dans l'idéation, dans la compréhension de consignes, des difficultés en fait dans une efficience dans la réalisation des tâches qui va être plus lente, par exemple, qu'une personne qui n'aurait pas cette limitation professionnelle. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des déficiences psychiques. Aujourd'hui, la première cause d'invalidité sécurité sociale, c'est la déficience psychique. Donc là, on est dans le champ des pathologies telles que la dépression ou les psychoses. Le burn-out aussi est rentré récemment dans la classification internationale des maladies en novembre 2019. Il est maintenant codifié et reconnu. Et pour ma part, avec Axe Ambition, j'accompagne beaucoup de personnes en burn-out avec l'idée, c'est comment on se remobilise vers une reprise, tout doucement, avec les ressources qu'on a, avec ce qu'on a vécu, et comment on sort de ce cycle de la passivité professionnelle où je suis allée au bout d'un processus, en fait, pour aller vers autre chose. Je dirais une nouvelle orientation qui va être plus respectueuse de ce qu'on a envie de faire et qu'on aura compris aussi de ce qui a pu nous arriver à un moment donné. Vous avez aussi tout le champ des déficiences cognitives avec des personnes qui ont pu faire, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux. Les troubles 10 aussi sont éligibles à la RQTH. Vous voyez, en fait, le champ du handicap, il est beaucoup plus large que simplement une personne à mobilité réduite, bien que ce soit aussi un sujet important dans l'entreprise. J'accompagne des personnes à mobilité réduite et malheureusement, on se trouve encore confronté à des problématiques d'accessibilité, notamment de certains centres de formation, et ça vraiment, je
Je le déplore. Je sais que c'est une loi qui est difficile à mobiliser et à déployer sur cette question de l'accessibilité des bâtiments. Mais c'est un vrai sujet en fait pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Et je m'y suis retrouvée encore confrontée récemment avec une personne que j'ai accompagnée qui n'a pas pu entrer sur une formation qui pour autant était vraiment quelque chose qui aurait pu être top pour lui. Et malheureusement en fait le bâtiment n'était pas accessible. Donc, voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec les moyens d'e-learning, tout ça, on a bon espoir que les choses puissent se développer différemment. Donc voilà sur la question de l'inaptitude, c'est-à-dire que nous, experts RH, on a cette compétence pour accompagner les entreprises, les managers aussi, sur comment je fais quand j'ai une personne qui revient d'un burn-out, parce que c'est jamais anodin. Le burn-out, en fait, il est à la croisée entre des facteurs personnels, certes, mais des facteurs aussi organisationnels, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, il y a des diagnostics possibles, il y a des cabinets qui sont spécialisés sur ces questions-là et on peut accompagner les entreprises et les collaborateurs sur comment je rebondis progressivement vers autre chose, soit sur une reprise d'activité, soit sur une nouvelle orientation professionnelle. Et puis, c'est vrai que ces questions d'inaptitude, moi, elles me touchent tout particulièrement. J'accompagne beaucoup de personnes dans ce secteur-là, que ce soit des entreprises ou que ce soit des individus qui sont dans cette situation. Il y a souvent des incompréhensions qui se tissent entre les employeurs et les personnes qui sont en arrêt. Il y a une culpabilité souvent des personnes de se dire mais je ne vais jamais arrêter et là je dois m'arrêter. Et oui, des fois, on doit s'arrêter aussi pour se protéger, mais surtout pour rebondir et puis pour retravailler sur quelque chose qui sera plus respectueux de soi-même et où on sera plus aligné, plus efficace aussi pour plus de performance dans l'entreprise. Tout ça, ça va avec aussi comment on porte un regard bienveillant quand une personne rencontre une problématique de santé, parce que en réalité, alors quand je reçois les gens souvent pour la première fois, je leur dis, vous savez, on peut tous être confrontés à un moment donné dans nos vies à une problématique de santé, et je pense qu'il y a certaines personnes en fait qui ont besoin d'y être confrontées pour comprendre, d'autres pas. Bon, voilà, on n'est pas. Ça, c'est les différences interindividuelles. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'intervenir sur comment on pose un regard bienveillant aussi sur la personne qui, à un moment donné, a une problématique de santé et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Comme je le disais, il peut y avoir parfois des aménagements de postes, des réorganisations qui peuvent se faire. Donc là, on est plutôt après sur le champ de l'organisation du travail. Comment on réorganise le travail pour soutenir une personne qui va rencontrer une problématique de santé qui parfois peut être temporaire. Comment en équipe, on met en place des modes de fonctionnement en intelligence collective qui permettent de mieux intégrer aussi les problématiques de santé dans l'entreprise. Les problématiques de santé peuvent être des accidents de vie, mais elles peuvent être aussi générées par les situations de travail. Voilà, donc ça c'est la partie en fait sur laquelle j'interviens moi sur les inaptitudes et les problématiques de santé au travail. Et puis il y a un autre champ sur lequel j'interviens qui est la sensibilisation des équipes au handicap et donc à la diversité dans l'entreprise, bon, plus particulièrement au handicap, j'interviens sur tous les champs et le handicap plus particulièrement parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et donc, je suis récemment intervenue dans une équipe et là, notamment sur la question de la neurodiversité, plus particulièrement sur les troubles du spectre autistique et le syndrome, notamment dans l'accompagnement d'une personne qui a le syndrome d'Asperger, qui est un trouble du spectre autistique haut niveau. Et la demande qui m'a été faite par cette entreprise, alors je prends cet exemple, il y en a d'autres, et la demande qui m'a été faite, c'est, bon, les managers sont un petit peu désemparés, donc on sait que cette personne a une RQTH, mais on ne sait pas trop pourquoi, la personne n'a pas d'obligation de communiquer sur le pourquoi du comment, elle n'a même pas l'obligation de communiquer sur le fait qu'elle a une RQTH. Alors, je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, mais en tout cas, elle n'a pas l'obligation de le faire. Et puis, il y avait des difficultés relationnelles avec les équipes dues aux particularités du syndrome d'Asperger, notamment sur la question des codes sociaux, des relations sociales. Et donc, la commande qui m'a été faite par l'entreprise, c'était comment on accompagne les managers. Donc là, c'est de la transformation de pratiques managériales en lien avec comment je manage la diversité, en fait. Parce que, bon, la diversité, c'est nous, en fait. On est tous différents, donc on est tous divers, le monde est divers.
Comment je sensibilise les équipes, alors sans faire forcément le focus sur le trouble du spectre autistique, mais d'une façon plus large. Enfin, moi, c'est ce que je leur ai proposé, en tout cas en disant on ne va pas non plus stigmatiser, c'est-à-dire que le handicap, il est protéiforme, et donc on va, ce que j'ai proposé, c'est on va échanger sur c'est quoi le handicap, et puis on fera un focus sur le trouble du spectre autistique. Donc c'est une expérience qui a été très, très marquante, même pour moi, en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, en tant qu'individu, parce que je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on le fait avec le cœur, parce que sinon on peut aller faire autre chose. C'est compliqué si on ne le fait pas avec passion, avec le cœur. Et donc c'est vrai que ça a été une expérience qui a été vraiment marquante, parce que la personne qui avait ce TSA a co-animé avec moi, a souhaité, je lui ai proposé, et donc il a dit OK. Et donc il a animé avec moi cette sensibilisation, et c'était vraiment un beau moment de partage sur la différence, et comment, quand on sensibilise un minimum les équipes sur les problématiques de santé que peuvent avoir certains collaborateurs, eh bien on sort, en fait, on va sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on est on est presque dans un changement de type 2, c'est-à-dire que la réalité, finalement, on la voit complètement différemment. Il y a presque un avant et un après. Et on comprend mieux certaines réactions, parce qu'on y est plus sensibilisé, on y est plus ouvert. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie sensibilisation des équipes. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement managérial sur comment je fais quand je suis face à telle réaction que je ne comprends pas en tant que manager. On n'est pas tout puissant, on n'est pas invulnérable quand on est manager. Et puis, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Et donc, la sensibilisation sur les problématiques de santé dans l'équipe, ça amène beaucoup plus de bienveillance, de fluidité dans les échanges, de transparence aussi. Et puis, ça permet aussi aux managers d'arriver à mieux se positionner, en fait, face à la parfois, pourquoi il réagit comme ça, et il est en arrêt, là, il n'était pas là, et là, il est fatigué, etc. Donc, voilà. Mais avant tout, le discours, c'est handicap et compétent. La GFIP avait fait une super opération de communication il y a quelques années avec Jamel Debbouze. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. Et en fait, c'était j'ai un handicap, mais je suis compétent, quoi. Jamel Debbouze, c'est cette problématique au niveau de son bras. Et par ailleurs, en fait, il fait des trucs extraordinaires, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est limité sur une partie des choses. D'ailleurs, on a tous en réalité des limitations. Il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins performant, par exemple. On a tous, parfois, j'ai mal au dos, j'ai mal machin, et donc, ah oui, si j'avais une activité professionnelle qui sollicite mon dos toute la journée, je serais quand même sacrément embêtée, quoi, parce que nous, par exemple, consultants, ok, on fait beaucoup de voitures, on intervient, etc. Enfin, on n'est pas toute la journée en train de porter des charges lourdes, par exemple, d'accord ? Donc, si on a une problématique de dos, on va pouvoir vivre avec. Voilà. Enfin, plus simplement, peut-être que quelqu'un qui est préparateur de commande ou qui fait de la manutention, etc. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, blablabla, je pourrais continuer pendant hyper longtemps, mais bon. Surtout que là, je suis partie en complètement freestyle. Mais si je devais conclure sur ces sujets-là, sur la question des problématiques de santé et du handicap d'entreprise, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions.